Dans le quartier Ségurane du port de Nice, depuis plus de 50 ans, antiquaires, brocanteurs et galeries d'art se sont rassemblés sur quelques rues et en font l'un des plus hauts lieux du design vintage de la ville. Plus de 100 marchands passionnés d'authenticité représentent le troisième plus grand regroupement d'antiquaires et brocanteurs de France. En son cœur, le village Ségurane, dans une ambiance un peu magique et hors du temps, dans une cour qui semble secrète et cachée, plus d'une vingtaine de boutiques travaillent sa spécialité. Mobilier, peinture et sculpture, objets de décoration de différentes époques, il y a même un restaurant bio décoré par le galeriste du village. L'unique galerie, située juste à l'entrée, est là depuis quelques mois. C'est le jeune Franck Michel, restaurateur de meubles de formation, qui s'est trouvé il y a quelques années une passion pour l'art contemporain et propose dans sa galerie une belle sélection. Je travaille avec Jérémy Taburki qui est ici, Patrick Mouillat, Phil Berthaud que vous voyez là, les rhinocéros. Après Laurent Bozio, Anthony Alberti, graffeur. Après vous avez David, donc là la résine, fibre de verre. Ici vous avez Jean Octobon, voilà, qui est à l'extérieur aussi, le pistolet, c'est lui aussi. Vous avez Eric Vallat, le petit éléphant bleu. Jean-Raymond Meunier, le chien, les petits personnages sur la pendule. Là, vous avez Triglia, voilà, justement, là. Ici, une sculpture qui fait aussi des tableaux. Hein. Là, c'est une sculpture en résine. Donc très colorée, très pop. David qui fait autre chose. Il fait aussi des plexis avec des balles, des vraies balles en relief. Enfin, des répliques de balles, parce que des vraies, on n'a pas le droit, bien évidemment. Il était inscrit quoi? Évasion. C'est vrai qu'il faut le regarder un peu plus loin. Donc là, voilà, là, Évasion, il a fait quelque chose de très sombre. Après, il fait mélanger avec du graphe pochoir. Il vient d'où cet artiste? Alors, lui, il vit à Cannes, mais il vient de Metz. Et après, j'ai d'autres artistes plus reconnus, Robert Combas, Claude Venard, Ladislas Kirchner. Le lieu est super sympa. L'espace est là. Et en même temps, j'ai bien aimé ce côté justement extérieur, assez sympa. Après, le seul, on va dire, petit inconvénient, c'est qu'elle n'a pas pignon sur rue, mais justement, les gens, c'est bien de les faire rentrer dans ce village et voir un peu ce côté atypique. C'est ce côté atypique, convivial, où les personnes sont étonnées justement d'arriver ici et de voir ce lieu, même des Niçois qui sont nés ici, ça fait 60 ans des fois qui sont là, ils me disent « Oh mais je ne connaissais pas du tout le village ». Donc c'est assez sympa en même temps, mais en même temps il faut justement que ça puisse se faire connaître et reconnaître. Pour encore mieux se faire connaître des férus d'art contemporain, Franck organise ce soir le vernissage d'une exposition pour la sortie d'une revue littéraire et artistique, Loucan. Parmi les artistes exposés, l'un des plus célèbres de la ville, affilié au mouvement artistique de l'école de Nice, Sacha Sosno, connu notamment pour sa sculpture monumentale de 30 mètres de haut, la tête carrée, première sculpture habitée au monde, ou encore ses Vénus en bronze encastrées dans les 420 tonnes de granit de l'hôtel Élysée Palace à Nice. Franck a rendez-vous dans l'atelier de l'artiste, situé sur les hauteurs de Nice, la colline de Belley, pour récupérer l'œuvre qui sera exposée ce soir dans sa galerie. Monsieur Sosno, donc on vient récupérer la pièce pour l'exposition. Donc Elle est là. On va vous l'emballer. Super. Pourquoi vous participez à cette exposition? Parce que les artistes doivent se montrer. Et ensuite, c'est une exposition où il y a plein de jeunes artistes. Donc c'est normal que quelques vieux viennent s'y frotter, les aider ou trouver un nouvel auditoire. Et puis, cette exposition correspond à la sortie d'une revue Loucan. Il y a très peu de revues artistiques dans les Alpes-Maritimes. Et moi-même, j'avais fait une revue en juin 61, vous voyez, qui a tenu 7-8 numéros, et on avait fait les premières théories de l'école de Nice. Et donc, je crois que des revues artistiques, c'est important de les aider aussi et d'être présent. C'est la relève de l'école de Nice pour vous, cette exposition à laquelle vous participez, parce qu'il y a Jérémy Taburki. Oui, parce que ça va être le début d'une nouvelle école de Nice. La création ne s'arrête pas dans cette région. C'est une anomalie, d'ailleurs, statistique. Et donc, peut-être, je crois qu'on en est à la 7-8e génération de l'école de Nice.
depuis 61. Sosno est connu dans l'école de Nice pour être l'inventeur du concept de l'oblitération. Par des gestes d'oblitération, donc d'effacement, l'artiste occulte les œuvres pour mieux révéler. Le spectateur est appelé à faire appel à sa mémoire ou à son imagination pour faire l'œuvre d'art. Et cette pièce que vous exposez, vous pouvez nous la... Oui, c'est un peu, comme le thème c'est la vague, là c'est une tête cinétique qui bouge un peu quand on se déplace soi-même. Donc il y a un peu un mouvement, bon, c'est vaguement accordé au thème de l'exposition. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut montrer et cacher en même temps? Oui, je fais toujours de l'oblitération, je cache. D'ailleurs, je crois que toutes les œuvres d'art, pas seulement les miennes, sont cachées et oblitérées, mais que cette notion est une bonne lunette pour lire les tableaux, les sculptures, mais aussi écouter la musique et la littérature. Les mots, les livres, c'est plein de trous, la musique, c'est plein de silence, et tout le tableau le plus réaliste est toujours en retrait par rapport à la nature, et donc il est déjà oblitéré. Vous voyez là, et donc même la photo est oblitérée par rapport au prétendu réel. Donc la notion d'oblitération est peut-être un outil pour lire les œuvres, mais pas seulement les sculptures. C'est vous l'inventeur de l'oblitération? L'oblitération, oui, j'en ai pris conscience en oblitérant des photos de Biafra ou des photos de guerre. Mais j'ai vu que quand on cache un peu, l'imaginaire se met en marche. C'est comme, si vous voulez, un être nu sur la plage, il est moins sensuel que la même personne à moitié déshabillée ou à moitié habillée. Donc, ça laisse place à l'imagination. Il faut l'oblitération fait marcher l'imagination, l'imaginaire. Vous savez, il va être exposé dans le village Ségurane. Oui. Pour vous, ce quartier de Nice est important pour l'art? Le Vieux-Nice est un quartier merveilleux, mais le port en est un autre. Et depuis l'Antiquité, quand même, c'est un endroit extraordinaire. La première exposition École de Nice, un peu importante, a démarré aussi à la Galerie Ferrero, qui était sur le port. Donc c'est un lieu qui est important dans notre mémoire. Oui, je crois qu'il est situé. Et il y a plein d'artistes d'ailleurs. Il y a le Clésio, c'est longtemps caché par là, mais il y a aussi Dola, il y a plein d'autres artistes dans le port. Et il faudrait qu'il y ait plein de galeries. Et c'est un endroit créatif, à mon avis. Vous travaillez sur quoi en ce moment? Sur une petite série de Vénus. De Vénus en bronze. Là, c'est la rectification. Et après, on va passer à la patine. Elle représente une oblitération. On est tous du vide, qu'on soit homme ou femme. Et donc, c'est un archétype. Hein, c'est Vénus, comme ont fait les Romains ou les Grecs. Et il y a un trou, et là, le paysage s'engouffre. Et vous pouvez imaginer ce que vous voulez. C'est comme quand j'ai fait l'Élysée Palace. Bon, des gens voient une femme qui se libère, d'autres voient une femme qui regarde la Grèce au loin, et d'autres m'ont dit, c'est un groupe MLF qui m'a dit, vous montrez la vraie condition de la femme qui est enserrée dans la société et écrasée. Toutes les interprétations sont vraies, puisque l'art n'est fait que de méprise, qu'il faudrait écrire prise, c'est-à-dire ma prise. Et c'est le spectateur qui fait la statue, qui fait le tableau. L'artiste en fait que des propositions. Et c'est à chaque fois un œil nouveau qui recrée quelque chose de nouveau. À l'époque de la statue, vous vouliez proposer quoi, vous, comme interprétation? Je voulais intervenir dans la rue
Et mon souci, c'était sortir un peu des galeries et trouver un public. Il n'y a que l'architecture. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé de faire et l'hôtel Les Palaces et la Tête Carrée ou d'autres choses à Paris. Et parce que être dans la rue, c'est avoir un autre public. Nous, on travaille pour très peu de personnes. Vous savez, un artiste plasticien, quand il est connu de 2 000 à 3 000 personnes, 4 000 personnes, c'est déjà extrême. Donc par rapport aux acteurs ou aux chanteurs, ou même aux écrivains, c'est une rigolade. Et le fait d'aller dans la ville et d'envahir les places ou les façades, ça change tout à fait le problème. Dans quelques minutes, le vernissage de l'exposition va commencer à l'atelier Franck Michel. Retour à la galerie où tout le monde s'affaire pour mettre en place les œuvres qui seront exposées et qui ont été créées par les artistes participant à la revue littéraire et artistique Loucan. C'est Jérémy Taburki, plasticien et écrivain niçois, notamment connu pour son chat rose, félin aussi mignon que féroce, qui a eu l'idée de créer la revue. Pour cette 3e édition, les artistes ont dû travailler sur un thème imposé, la vague. Loucan, c'est une revue littéraire artistique. À mon sens, c'était un moyen d'offrir un espace d'expression aux créateurs, qu'ils soient plasticiens, écrivains, de toutes les disciplines. Alors, le principe de la revue est participatif, c'est-à-dire qu'il y a un appel à contribution autour d'un thème pour chaque numéro. Et donc, j'ai des écrivains, des plasticiens, des performeurs qui peuvent répondre à cet appel à contribution et envoyer à la revue leurs propositions sous forme de texte, de dessin. Et c'est ce qu'on trouve au final dans la revue. Pour le numéro 3, donc le thème, c'est la vague. Pourquoi ? La vague, bien avant tout parce qu'on est méditerranéen quand on habite Nice, qu'on soit né ici ou qu'on soit né ailleurs. Et puis la vague, c'est quelque chose sur un plan personnel qui me parle beaucoup parce que je suis un grand amateur des splendides caps que l'on a sur notre littoral, Cap Ferrat, Cap Martin, où j'adore me promener la nuit notamment. Et voilà, c'est un son particulier, la vague, c'est la puissance des éléments qui vient frapper le roc sous nos pieds. C'est une photo de Hugues Lagarde, qui est un superbe photographe. Et pour la couverture, il nous a proposé donc cette photo que je ne pouvais pas refuser, qui présente trois Chinois dans une position dont on se demande si elle est en conquête ou un peu dubitative. Il semble attendre une éventuelle vague. Au loin, il y a un navire de la compagnie locale qui passe. Donc, voilà, elle est pleine de messages qui partent dans tous les sens, cette photo. Alors ici, on a Roxane Petitier qui nous a proposé un travail sous forme de diptyque autour de notions de mouvement et de corps, en mettant en parallèle un objet fossile de la collection du musée de Terra Amata et une humaine d'aujourd'hui. Et donc Roxane Petitier essaye de trouver des liens formels entre la forme de ces fossiles. D'ailleurs, sur cette molaire d'éléphant antique, on peut aussi y voir des ondulations qui rappellent le thème de la vague. Et sur la partie droite de sa photographie, on voit le même mouvement dans les côtes, dans le flanc de son modèle. En dessous ? Ça, c'est un travail de Gilles Michelis, qui est un superbe peintre niçois. Et pour cette œuvre que je découvre aujourd'hui, parce que je n'ai pas orienté le choix des artistes par rapport à ce qu'ils souhaitaient exposer, pour cette œuvre, je pense reconnaître son travail de peinture sur calque. Qui ne connaît pas Moya, l'intérêt de cette toile, je pense, c'est que c'est pas une toile très récente, donc on peut suivre l'évolution du trait de l'artiste au fil des années, avec sa fameuse Dolly au centre et son personnage de Petit Moya dans cet univers qui est désormais célèbre et que Patrick nous fait découvrir à chaque fois.
À côté, on a un travail réalisé spécialement pour l'exposition par Elisabeth Morcelet. Donc on reconnaît un mouvement de vague. Alors, pour cette œuvre-ci, je la découvre en même temps que vous. Je pense qu'elle a fait un superbe travail tout en finesse, sur notamment sur la matière, sur la texture, et qui permet de rendre cet effet-là. Sosno m'a fait le plaisir de manière régulière de participer à la revue, et il a accepté de manière tout à fait simple de participer à cette exposition. Donc on reconnaît sa très fameuse tête au carré. C'est un travail en plexiglas, tout en profondeur, voilà, de surface plane qui se chevauchent et qui donnent une impression de volume tout à fait intéressante. Moi, je suis fan de Sosno et voilà, cette œuvre me tente bien, je dirais. Alors, en ce qui me concerne, toujours ce travail autour du charreuse. Le cordonnier étant le plus mal chaussé, je n'ai pas eu le temps de faire de toile sur le thème de la vague. Mais Franck Michel, qui nous accueille très généreusement, a pioché dans son stock pour exposer ça, et je l'en remercie, comme je le remercie pour sa gentillesse. Le charreuse, c'est un alter ego, c'est le moyen pour moi de m'exprimer, d'exprimer des idées, parfois subtiles, malgré une forme simple du trait. C'est ce que j'aime bien faire dans mon travail. Aller dans une simplification du trait pour exprimer des choses peut-être plus sensibles. Mais le charreuse, en fait, il a parfois des messages très acides. Là, par exemple... Alors, sur la tranche, j'écris des messages qui viennent souligner le propos graphique de la toile. Ça peut être des messages, en effet, acides, cyniques, pas forcément gentillés, hein, ça dépend de mon humeur. Quand je commence une toile, je n'ai pas d'a priori. Donc, je laisse libre cours à mon crayon, puis à mon pinceau, et vient ce qu'il vient. Voilà. J'aime bien cette spontanéité. Et en haut, par exemple, on a une toile qui est peut-être un peu plus inhabituelle, qui a un travail autour de rêves que l'on peut faire, que l'on appelle des rêves de castration. Où on perd ses dents, où on se retrouve nu au milieu d'une foule, ce genre de choses. Voilà. Le charreuse étant représenté régulièrement avec une queue, bon, il m'a semblé évident de la couper ici. Loucan pour vous, c'est lié donc au chat? Il y a le chien, il y a le chat, tout ça se complète. Hein. Ça me semblait un clin d'œil assez amusant à faire. Parce que les gens qui me connaissent, c'est surtout au travers du charreuse. Donc si en même temps je peux amener une petite touche canine et incisive sur ce thème-là, ben, il fallait le faire. Et puis voilà. Ça veut dire quoi, Loucan? Loucan, c'est le chien, c'est aussi un acronyme. C'est l'acronyme de Chronique artistique niçoise. J'aime bien, en effet, mixer les générations d'artistes et les styles. Après, j'aime pas forcément parler de niveau, même si, bon, il ne faut pas se voiler la face, mais c'est vrai que j'aime bien cette générosité qu'ont les gens qui ont une certaine réputation sur le marché de l'art local, de bien vouloir se mêler à des artistes débutants. Ouais. Ça, c'est un peu aussi l'intérêt de cette revue. La revue coûte 5 €. À l'origine, je voulais la faire gratuite, mais le fait de mettre un prix permet d'entrer dans les réseaux des libraires, qui sont aussi un réseau très intéressant, très important pour les artistes. Et c'est un moyen donc de mieux diffuser leurs œuvres. Et le but aussi, c'est qu'on puisse conserver la revue dans sa bibliothèque? C'est pour ça que le support, j'ai fait un effort sur le support, sur l'impression. C'est un format livre de poche avec une couverture satinée assez agréable. Donc voilà, c'est pas ce qui coûte le moins cher à faire, mais au moins c'est un livre qu'on a envie de garder et en effet de mettre dans sa bibliothèque. Ouais. Et à l'heure de l'hystérie virtuelle, vous pensez que ça peut marcher? Je pense que ça peut marcher, tout à fait. Oui. C'est vrai que je me surprends moi-même des fois à être au bord du burn-out avec mon smartphone, ma tablette, mes 2 ordinateurs chez moi, plus les horreurs qu'on nous balance à la télé. Donc le livre impose à l'être humain et à la condition de l'être humain un rythme.
et on ne peut pas dépasser ce rythme. Donc c'est un moyen de se poser, de respirer, et surtout au travers de thèmes aussi évidents comme la vague, de se poser peut-être les vraies questions, les bonnes questions. Alors cette vague, elle vous a inspiré? Ah bah oui, mais moi j'ai fait un vague moya en fait, parce que je fais toujours, il faut toujours que je contredis, je fais un peu différent. Donc j'ai mis un vague moya. C'est un moya un peu bizarre qui est tout déformé, en fait, qui commence à être tout mou. Ça représente quoi pour vous justement ça, la vague? La vague, je dirais, il y a la nouvelle vague. Hein. On pense aussi à la nouvelle vague, donc on est moderne et tout. Parce que les artistes veulent toujours être modernes, ils veulent toujours être en avance, donc ils rêvent d'être la nouvelle vague. Mais moi, bon, je suis un peu... je ne sais pas si je suis une nouvelle vague, en fait. J'étais un peu coulé, moi, je suis au fond. Et ce genre de proposition qui est faite, ce nouveau magazine Loucan, ça vous en pensez quoi? Moi j'aime bien ce genre de choses. Quand j'étais jeune, j'avais créé, quand j'étais à la Ville Arson, j'avais créé le fanzine de la Ville Arson qui s'appelle Reptile Hostile, dans lequel avait publié Fernandez et d'autres gens, enfin de bande dessinée, c'était de la bande dessinée à l'époque. Donc moi j'adore les fanzines puisque j'ai créé des fanzines, j'ai travaillé pour des fanzines en plus, donc c'est un peu comme un fanzine. Là. Je pense qu'il faut que les artistes se réunissent. Ce qui serait bien, c'est aussi que tous les styles se réunissent, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas seulement un groupe ou un autre groupe, mais qu'arriver à mixer l'ensemble des styles, en passant de la Ville Arson jusqu'à des gens qui sont dans des squats, d'arriver à tout mélanger pour créer vraiment une vraie émulation, une sorte de vraiment de nouvelle vague en fait. C'est un vague moya, voilà. Sur les stamps, ça s'appelle un vague moya. Il est un peu vague et puis en plus il a même un truc dans la tête, là, c'est son imagination, mais bon. Il y a une petite dolly qui sort de... Et puis il y a évidemment mon nom, parce que moi je mets toujours mon nom pour être sûr qu'on me reconnaisse. J'ai toujours peur qu'on ne me reconnaisse pas, donc je mets mon nom dedans. J'y participe depuis le tout premier, parce que c'est vrai qu'au départ, je trouvais ça très intéressant. Je connaissais Jérémy, on exposait ensemble dans la même galerie. Et puis voilà, donc il m'a emmené avec lui sur son petit navire Loucan. Et du coup, ça a enchaîné sur le deuxième et puis là le troisième. Voilà, moi ça me plaît, franchement, c'est super de participer à ce petit événement à chaque fois. Déjà, j'aime l'édition, et puis puisque je publie des livres, une vingtaine de livres là en 20 ans, donc voilà, c'est vraiment tout un mix entre l'art et l'édition. Et la vague vous a inspiré? Oui. Alors il m'a demandé en fait de faire des dessins sur un petit peu, on va dire, le côté antique, avec des femmes, sirènes, voilà. Donc moi la vague, c'est la Méditerranée, c'est bon, nous on a des petites vagues, hein, mais il y a quelque chose que j'adorais faire quand j'étais ado dans notre mer de Nice, c'était de plonger dans les vagues. Donc on les attendait avec toute une bande d'amis, et puis dès qu'il y en avait, on se jetait dedans. C'est une série qui s'appelle Mouvement anthropomorphique, là. Il s'agit en fait d'un objet préhistorique, c'est une molaire d'éléphant antique. Et effectivement, dans cette vague et dans les côtes et le mouvement de cette demoiselle, on peut quand même être dans la thématique de la vague. Donc, on va dire que j'ai un tout petit peu surfé alors. Voilà. Moi, je suis photographe, je suis également vidéaste et danseuse performeuse. J'ai pas vraiment de spécialité, c'est-à-dire que c'est quand même la photo mon média principal. Mais généralement, quand je fais des photos, je fais danser mes modèles ou ce que j'appelle danser, c'est-à-dire que je les mets en mouvement. Je peux figer d'autres dans des vidéos. Enfin, j'aime mélanger les choses. Donc, quand je parlais de connecter les gens, c'est-à-dire que généralement, quand je crée un projet ou notamment quand je fais une exposition, une série photographique que j'expose, je crée également une performance. Pour justement inviter les gens à découvrir différentes disciplines artistiques et à mélanger les genres. Donc quand je fais des performances, je mélange la danse, souvent la vidéo ou la photo et la musique. Quand on est à Paris ou dans un bureau et qu'on cherche vague sur Google, on tombe, la première image, c'est celle-ci. Voilà. Donc le 13 mars, elle était affichée 10 917 fois, comme quoi la vague, on en a besoin. Elle a été téléchargée sur fond d'écran 1246 fois, envoyée en e-card 13 fois. Et aujourd'hui, je pense que, j'ai pas regardé le compteur, mais elle aura encore vécu. Évidemment, c'est un auteur inconnu qui a envoyé cette vague
photographique sur Internet. Et donc moi j'ai mis mon nom d'artiste, mais derrière. Voilà. Et donc cette technique est une technique à moi, d'arrachage, c'est-à-dire c'est à coup de cutter que j'ai fait cette vague, comme un graffiti. Donc sur la douceur apparente, c'est en fait un carton noir gratté au cutter. Voilà. Je trouve que c'est une bonne initiative. On commence à en connaître plusieurs dans Nice et c'est tant mieux. Ça crée un buzz, ça crée du lien. Et c'est vrai que bon, avec les réseaux sociaux quand même, on est tous plus ou moins addicts. Enfin, en tout cas, les gens qui suivent un peu la culture à Nice, on arrive quand même à les suivre. Là, rien que cette semaine, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Et ce qui est sympathique, c'est que les gens se connaissent tous plus ou moins. Et puis on essaye de diffuser cette culture, diffuser ces éléments auprès de nouveaux. Nous, on recherche ça, hein, faire passer les messages. Et démocratiser l'art. Que l'art vienne à portée de tout le monde, hein, effectivement, puisqu'on peut acheter une petite revue à 5 €. Il y a d'autres artistes bien connus dans Nice qui font également des œuvres, des aquarelles ou des dessins entre 5 et 10 €. Il y a d'autres lieux comme le Transformer, je veux le dire, où on trouve son bonheur. Et effectivement, au lieu d'acheter un bouquet de fleurs ou une boîte de bonbons, on peut acheter un dessin ou la revue Loucan à 5 € ou une pléiade d'artistes locaux. On peut contribuer à sa sortie, c'est le numéro 3, donc ça prouve que ça fonctionne. Madame